La rédaction, c'est Frédéric Letcher-Flack, bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous. Alors, on va ensemble parler de votre essai publié aux éditions Albin Michel, Qui vivra, qui mourra quand on ne peut pas sauver tout le monde. Alors, le lien avec le livre de Michel Simès est très facile et très clair. Ces médecins qui faisaient des expériences donc, sur les Juifs dans les camps de concentration les choisissaient. Donc il y avait une espèce de choix, certains ne pouvaient pas y échapper et certains passaient à travers les mailles du filet. Et j'ai envie de dire, c'est tout l'objet de votre livre, c'est ce choix ou ce non-choix, cette folie dans le choix ou cette interrogation qu'on se pose, parce que des dilemmes, on en a tous dans la vie. On a tout le temps à choisir dans la vie, mais c'est jamais une histoire de vie ou de mort. Et dans la réflexion très profonde que vous nous proposez, et qui m'est d'ailleurs, je vous l'ai dit quand on s'est parlé, qui m'est mal à l'aise quand on lit, c'est le dilemme entre la vie et la mort. Oui, et en même temps, tout n'est pas affaire de choix entre la vie et la mort. Il y a aussi dans les camps des médecins parmi les détenus qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient quand ils étaient employés, par exemple, dans l'infirmerie des camps, pour aider au maximum de leurs possibilités. Seulement, dans l'univers du camp, vous êtes dans un univers clos, verrouillé, où il n'y a pas assez de nourriture, où il n'y a pas assez de médicaments, où il n'y a pas assez de possibilités de survie pour tout le monde. C'est un système organisé où la vie des uns ne peut s'obtenir que sur le fond de la mort des autres. Et dans un cas comme ça, on a affaire à des médecins parfois honnêtes, des médecins détenus, voire même des médecins juifs, qui se retrouvent face à ce dilemme épouvantable de se demander qui tentait d'aider, qui essayait de sauver, quand on ne peut pas aider tout le monde, quand on ne peut pas sauver tout le monde. Et c'est cette situation paradigmatique qui m'intéresse et que je retrouve et que j'étudie dans mon livre à partir de toute une série de contextes, depuis les camps nazis jusqu'aux situations contemporaines, les naufrages, voilà, d'urgence collective, de catastrophes naturelles. Alors c'est évidemment une question qui se pose couramment aux médecins urgentistes, aux spécialistes de la catastrophe. Quand il y a un stock de ressources limité, qui sauver d'abord quand on ne peut pas sauver tout le monde? Qui doit vivre quand tout le monde ne peut pas vivre? C'est une question terrible, mais qui se retrouve dans toute une série de contextes. Donc depuis les situations extrêmes jusqu'aux choix, aux arbitrages plus ordinaires de l'éthique médicale, de l'action sociale, de la santé publique, en passant par toute une série de contextes fictionnels, puisque, et c'est l'une des thèses de ce livre, il me semble que dans la culture populaire contemporaine, dans les romans pour la jeunesse, dans le cinéma grand public, dans les séries contemporaines, il y a une espèce de fascination pour ce thème de la sélection, du tri entre les vies, du triage, du rationnement. Hein, cette fascination pour cette question qui n'est plus pour nous aujourd'hui, qui devrait plus se poser. Il y a assez de vie pour tout le monde. On est dans des sociétés où toutes les vies se valent en droit. L'égalité de valeur des vies est un principe sur lequel reposent nos sociétés. Et pourtant, c'est un thème de prédilection de la fiction contemporaine. Et c'est aussi une des questions sur lesquelles je réfléchis. Pourquoi une telle fascination? Pourquoi Hunger Games, par exemple, dont l'intrigue repose tout entière sur ce mécanisme de 24 enfants plongés dans une arène virtuelle et destinés à s'entretuer jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un, parce qu'il n'y a de chance de survie que pour un. Pourquoi ce ressurgissement ou ce recyclage de ce thème qui devrait être derrière nous, qu'on devrait avoir pensé, assimilé, digéré, et qui ressurgit aujourd'hui dans nos sociétés? Alors, est-ce qu'on peut néanmoins, parce que c'est moi la question que je me suis posée, mettre toutes ces situations que vous évoquez, j'ai envie de dire, sur le même niveau moral? Parce que j'ai l'impression qu'il y a des différences quand même. Alors, bien sûr qu'il y a des différences. Je dis morale, c'est peut-être éthique le mot juste. Oui, hein, oui, mais c'est ce sentiment-là, en tout cas. Justement, et c'est l'une des questions que je soulève. Est-ce que l'éthique pour situation extrême, c'est-à-dire l'éthique d'exception qui va se poser, par exemple, un médecin trieur parmi les détenus à l'infirmerie du camp qui doit savoir qui il accepte d'hospitaliser pour une journée. Une journée d'hospitalisation dans l'infirmerie du camp, c'est une chance de sursis, c'est une chance de survie. Refuser de soigner quelqu'un qui va mourir de ses blessures, c'est l'abandonner à lui-même. Donc là, on a des choix de vie ou de mort. Dans quelle mesure cette éthique pour situation extrême entretient des liens ou reste en rapport avec, je dirais, l'éthique en milieu tempéré, l'éthique pour situation ordinaire, les principes déontologiques de tous les jours. Et c'est l'articulation entre ces deux contextes qui m'intéresse et qui me questionne. Je vais prendre peut-être quelques exemples. À quel moment est-ce qu'on s'autorise, dans une situation de catastrophe où on a l'impression
on n'y arrivera pas, qu'on ne pourra pas aider tout le monde, qu'on ne pourra pas sauver tout le monde, et donc il faudrait choisir des sacrifiés. À quel moment est-ce qu'on bascule dans finalement l'idée qu'on peut s'autoriser un certain nombre de transgressions éthiques et qu'il faut abandonner les gens sur le bord de la route ou choisir entre les vies qui mériteraient pourtant un accès égal, évidemment, aux chances de survie, et à quel moment on doit rester ancré finalement dans une tradition de pensée morale, dans une tradition de réflexion. Et cette question, et je vais prendre évidemment un exemple qui nous touche particulièrement aussi, et encore en lien avec la Shoah, les notables juifs qui étaient placés, enfin contraints par les nazis de travailler dans les conseils juifs, dans les ghettos, les Judenrat, qui étaient chargés au départ de l'intendance des ghettos, de distribuer le peu de nourriture qu'il y avait, de répartir les fardeaux et les opportunités, la charge de travail. Bien peu à peu, ces gens ont été embarqués dans des logiques finalement de collaboration forcée avec les nazis, et en particulier dans des compromissions. Par exemple, est-ce qu'ils devaient, oui ou non, accepter de convoquer toute la communauté pour une sélection, ou bien accepter de faire des listes de transfert vers les camps. Alors, tout le monde n'était pas d'accord. Hein. Alors, bien sûr, il y a toutes sortes de réactions, d'attitudes, de réactions, et toutes elles sont... Enfin, il s'agit évidemment pas de juger aujourd'hui, on n'est pas en mesure ni en capacité de le faire, et c'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Mais ce qui m'intéresse, c'est que ces gens ont eu le réflexe d'aller chercher dans les sources de la tradition, et en particulier dans les sources talmudiques, pour savoir s'il y avait des précédents approximatifs. Alors bien sûr, on avait affaire à des situations totalement inouïes, inédites, mais est-ce qu'il y avait dans les textes de la tradition juive des situations, des réflexions sur lesquelles les maîtres du Talmud s'étaient penchés et qui permettait finalement d'orienter un peu. Et ce qui m'intéresse dans ce réflexe d'aller s'ancrer dans les sources d'une pensée morale très ancienne, très antérieure à nous, c'est cette idée qu'on n'est pas tout seul et on n'a pas tous les droits au moment de la situation extrême, au moment de la situation exceptionnelle. On ne peut pas basculer complètement dans l'inconnu, parce que c'est le risque de porte ouverte à toutes les dérives. Alors, ce qui est tout à fait passionnant dans ce livre, c'est qu'effectivement, il pose des questions, il apporte pas de réponses, mais il apporte des axes, en tout cas, des axes de réflexion. Si on reprend l'attitude nazie, et je repose la question que je viens de vous poser peut-être différemment, il y avait une volonté de leur part, et vous le reprenez dans les mots d'Hannah Arendt, de destruction de la personnalité morale, que ne va pas avoir le médecin face à une épidémie. Il se pose des questions morales et des questions éthiques. Mais là, c'est un double jeu. C'est-à-dire que le nazi veut broyer deux personnes en même temps. Celui qui va trier et celui qui va mourir. Oui, bien sûr. Et effectivement, Hannah Arendt, dans Les origines du totalitarisme, travaille sur un exemple qui nous est assez familier à cause du roman de Styron, Le choix de Sophie, qui a été ensuite adapté en film, dont tout le monde a entendu parler, mais elle travaille sur une petite histoire qu'elle raconte donc dans son livre, une mère grecque obligée par la Gestapo de choisir entre ses 3 fils résistants lequel sera épargné, sachant que les 2 autres seront fusillés. Et Hannah Arendt dit, mais il y a dans cette construction perverse, cette malveillance organisée, une volonté de briser la personnalité morale, de détruire moralement des êtres humains. Mais ce qui m'intéresse, vous dites que je soulève beaucoup de questions. Effectivement, c'est pas les réponses. Je crois pas qu'il y ait une bonne réponse à ce genre de situation, pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est quelles sont les bonnes questions qu'on doit se poser pour nous ici et maintenant. Et si on reste sur cet exemple du choix de Sophie, hein, avec c'est donc ce roman puis ce film qui met en scène donc une jeune mère de famille qui débarque donc du train sur le quai d'Auschwitz et à qui un médecin nazi fictionnel impose de choisir parmi ses 2 jeunes enfants lequel sera épargné et lequel sera envoyé à la mort. Il n'y a évidemment pas de bonne réponse, il ne s'agit pas de prescrire quoi que ce soit. Il s'agit, en l'occurrence pour moi, de voir que face à un cas comme celui-là, fabriqué par la fiction, la réflexion morale se trouve comme sidérée, comme bloquée, brutalisée. Et il y a quelque chose de dangereux pour nous aujourd'hui. Je ne crois pas que la question, ce soit la bonne question, ce soit de savoir ce qu'il faut faire. La bonne question n'est pas de juger ces gens qui ont fait des choix, quel que soit leur choix. La bonne question, c'est de se dire,
comment est-ce qu'on peut aujourd'hui mettre en place des sociétés, des dispositifs politiques sociaux qui évitent d'avoir jamais à se poser la question, qui évitent que ce genre de situation ne se présente jamais à nous. Ou pour le dire autrement, comment est-ce qu'on peut fonctionner dans des sociétés qui se verront à tout jamais épargner le choix de devoir trier entre des vies, de devoir trier entre les hommes, de se retrouver au pied du mur dans des situations où il n'y a pas assez de chances de survie pour tout le monde et où il faut choisir. Et je reprends la phrase d'un autre philosophe, évidemment ami d'Hannah Arendt, qui travaille dans la même logique de pensée, Gunther Anders, qui disait « Il faut prévenir la naissance de situations où il n'est plus possible d'agir de manière morale et humaine. » Et je crois que du coup, c'est en amont que tout se joue, en amont de ces situations où il n'y a pas assez de vie pour tout le monde et où il faut choisir. Notre invité, Qui vivra, qui mourra, c'est le titre de son essai. Quand on ne peut pas sauver tout le monde, c'est aux éditions Albin Michel. Notre invité, Frédéric Lechter-Flach, il est 12h41. Frédéric, la morale. La morale qui a quand même une place essentielle. Je cite une des phrases de votre livre. « Les pires survivaient, c'est-à-dire les mieux adaptés, les meilleurs, tous les meilleurs sont morts. » Alors, c'est Primo Levi qui écrit ça, et il l'écrit avec beaucoup de courage parce que ça correspond pour lui sans doute au moment le plus douloureux de son travail de réflexion, à la fois sur sa propre expérience de survivant et sur les situations du camp. Son questionnement, c'est de se demander s'il y a finalement une logique ou une explication dans la répartition des vivants et des morts. Et l'un des éléments, évidemment, sur lesquels il bute, c'est l'idée que ceux qui n'arrivent pas à s'adapter, les plus intègres, à un moment ou à un autre, ils sont broyés. Et ils sont broyés parmi les premiers. D'où le doute qui ronge évidemment le survivant. Est-ce que j'aurais usurpé la place de quelqu'un? Est-ce que je suis vivant à la place d'un mort? Est-ce que j'ai pris la place de quelqu'un? Et Primo Levi, quand il s'examine, il dit bien sûr que non, j'ai rien fait de mal. Mais dans des systèmes où ceux qui survivent ne pouvaient le faire que parce que d'autres étaient sélectionnés à leur place, ce qui est l'immense perversité nazie, eh bien, le survivant est rongé par ce questionnement et par ce doute et par ce scrupule. Alors, bien sûr, ce qu'on voit aussi chez Primo Levi, c'est que c'est par cette forme de honte extrêmement délicate que se maintient aussi une humanité, par ce refus d'être détruit moralement, ce refus de se laisser embarquer dans ces situations. Alors, vous disiez tout à l'heure, en fait, ce qu'il faut faire, c'est travailler en amont, c'est-à-dire essayer d'apporter déjà des solutions pour que les choses ne se produisent pas. Mais comment est-ce que ça peut être possible, justement dans les cas même que vous évoquez? Alors, ne parlons évidemment plus de camps, mais les catastrophes naturelles, on en a connu. À Nice, 6 morts. On ne maîtrise pas les volcans, on ne maîtrise pas la nature, on ne maîtrise pas Toujours, la nature sera plus forte que l'homme, donc toujours l'homme va se sentir contraindre. Est-ce que selon vous, est-ce que j'ai bien compris en tout cas ce que vous avez dit, il faudrait peut-être imaginer non pas des lois, mais peut-être des chartes qui mettraient en avant le pragmatisme, la logique, et qui ferait que finalement les questions seraient moins douloureuses. Alors qu'est-ce que j'entends par pragmatisme et logique? Finalement, vous avez 10 personnes en face de vous, ou 15 ou 50 personnes en face de vous, vous prenez celles qui ont le plus de chances de s'en sortir parce que les autres passeront après parce que c'est plus délicat. C'est logique, c'est pragmatique. Pas moral, mais pragmatique. Oui, alors ça, c'est exactement comme ça, évidemment, que procèdent les médecins, en particulier les urgentistes. Et c'était déjà, d'ailleurs, la logique qui animait ce qu'on appelle le triage médical sur le champ de bataille. C'est un médecin de Napoléon qui a inventé ce concept. Avant, on faisait que sauver en priorité les officiers, et puis les simples soldats attendaient leur tour. À partir de ce triage médical inventé par Dominique Larrey, médecin de chirurgien de Napoléon, eh bien, on prend en charge les plus gravement blessés d'abord, mais pas ceux qui sont trop gravement blessés pour avoir trop peu de chances de survivre. Donc il y a une logique, effectivement. La difficulté, c'est qu'est-ce qui se passe quand les critères médicaux atteignent leurs limites. Et
c'est par exemple le cas dans l'hypothèse d'une épidémie, d'une pandémie, un virus particulièrement létal. Eh bien, là, la difficulté, le questionnement se repose, je dirais, à l'ensemble d'une société. Parce que si tout le monde a à peu près le même pourcentage de chances d'y passer, à ce moment-là, on retrouve ce questionnement collectif sur qui passe d'abord? Est-ce que c'est l'âge qui doit servir de critère? Est-ce que c'est les enfants d'abord, les femmes et les enfants d'abord? Vous en parlez, oui, bien sûr. Il y a le naufrage qui est évoqué, évidemment. Le mythe du Titanic, c'est ça, c'est cette volonté finalement de mettre de l'ordre moral, d'accepter collectivement, de se sauver la face, si je puis dire, de se sortir du naufrage moral qui est un naufrage réel, physique, en mettant des logiques de priorité consensuelle, en tout cas discutée. L'une des questions que je pose, c'est est-ce que c'est pas finalement ces logiques de priorité, de priorisation, est-ce qu'il n'y a pas un moment où ça sort de la main des experts et de leurs critères objectifs de priorité pour entrer dans le jeu d'un débat démocratique où tous les citoyens que nous sommes ont leur mot à dire sur la manière dont collectivement une société décide de se tirer d'affaire, de s'en sortir. Est-ce qu'il faut réfléchir à l'avance en préparation des catastrophes? Et je ne pense pas seulement aux catastrophes naturelles, parce que vous savez, les catastrophes naturelles, aujourd'hui, elles sont plus si naturelles que ça. Elles dépendent largement de la manière dont on s'y est préparé, de la manière dont on a investi des moyens, de l'argent, des ressources pour prendre en charge leurs conséquences. Donc tout ça, c'est une affaire, en réalité, aussi de discussion démocratique de la redistribution du mal, des chances de vie et des risques de mort. Alors, une dernière question, la chance, le facteur chance qui est immense. Dans les camps, beaucoup de survivants ont dit « j'ai eu beaucoup de chance, je m'en suis sorti ». Il y a la culpabilité et la chance. Dans tous les cas que vous évoquez, finalement, il y a un facteur chance. Comment est-ce que celui-là, on peut jouer avec? Parce qu'il est encore plus volatile que les autres. Oui, il est volatile et il doit rester tel, évidemment. C'est la part de providence, diront certains. Et en même temps, cette idée, elle est assez difficile à valider parce que la part d'action humaine, finalement, notre capacité à fausser le sort ou à manipuler la chance, à manipuler le sort est extrêmement grande. D'où, finalement, cette idée, vous savez, qui vivra, qui mourra, qui est le titre de mon livre, mi-yé, mi-yamout, c'est la formule qu'on a récitée à Tichri et qui désigne bien, finalement, cette sidération devant l'allocation des destins, l'allocation des sorts. Et en même temps, je vous renvoie à la chanson de Leonard Cohen qui commence comme ça, Keep who by fire, who by water. Et à un moment donné dans la chanson, Leonard Cohen ajoute « Et qui appelle au secours, le dirai-je ». Et je crois que dans notre volonté collective, notre disponibilité à entendre et à répondre à l'appel au secours, il y a une possibilité de redistribuer le mal et de prendre du coup corrélativement, ce qui n'est pas facile, la responsabilité sur nous de redistribuer de manière plus juste et peut-être plus équitable le mal qui nous tombe sur la tête d'en haut. Frédéric Lechter-Flack, ça n'est pas la première fois que vous vous intéressez au dilemme, à ce type d'interrogation. Laboratoire des cas de conscience, c'était aux éditions Alma. Pourquoi ce questionnement? Qu'est-ce qui vous travaille? Qu'est-ce qui vous fait courir? Pourquoi est-ce que c'est là-dessus que vous travaillez? Pourquoi vous grattez? Et on vous sent pleine de ce questionnement que vous faites d'ailleurs passer, parce que en lisant votre livre, et je vous l'ai dit, on a mal parfois, physiquement mal, quand on relit l'extrait du choix de Sophie, ça fait mal. Les mères que nous sommes ou les pères qui lisent le livre, il y a quelque chose de physique, il y a quelque chose de douloureux. Pourquoi remuer ça? Oui, mais précisément, il me semble que la fiction, la littérature, le cinéma font ça très bien sur nous. Ils nous ébranlent. Et il faut faire quelque chose de cet ébranlement parce qu'il nous est adressé à nous. Il n'y a pas de prescription. La littérature, le cinéma ne nous dit pas comment il faut répondre à ces questions, comment il faut les résoudre. Mais ils pèsent sur nous et ils nous aident à être meilleurs. Et je crois que de ce point de vue-là, je vais chercher dans la littérature, dans le cinéma, voire même dans les séries contemporaines qui sont obsédées par ces thématiques, quelque chose de l'ordre d'un questionnement sur le juste et l'injuste qui nous concerne tous et qui nous mobilise tous. Et je crois qu'il faut aussi arriver à se protéger de la part de manipulation qu'exercent certaines fictions sur nous. Je crois que tout cet univers, finalement, cette
obsession d'une certaine fiction pour la jeunesse, par exemple. Tous les parents que nous sommes, les grands-parents que nous sommes savent à quel point les adolescents d'aujourd'hui adorent les histoires comme Hunger Games, les histoires où il n'y a pas assez de vie pour tout le monde et on sélectionne. Eh bien, ce portrait grimaçant de nos sociétés, de concurrence généralisée jusqu'à la mort, devrait quand même nous interroger, notamment sur les effets produits par ce type de fiction sur la jeunesse d'aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Qui vivra, qui mourra quand on ne peut pas sauver tout le monde. C'est aux éditions Albin Michel, c'est signé Frédéric Lechterflack. Il est 12h50. Après la publicité, nous retrouvons la pensée juive avec Patrick Petit-Ohaillon. Retrouvez l'invité de la rédaction sur radio-rcj.info.